Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Observez l'échiquier politique national, vous constaterez que depuis quelques semaines, plusieurs partis politiques vont en congrès, soit ordinaire, soit extraordinaire. Le 2 septembre 2023 dernier, c'était bien évidemment le parti Mouel Bénin qui était en congrès, premier congrès ordinaire pour ce parti politique. Qu'est-il devenu depuis le 2 septembre 2023? Quelles sont les résolutions qui ont été prises? Nous allons éplucher toutes ces résolutions avec bien évidemment notre invité de ce dimanche. L'invité s'appelle Dr Emilia Maounian Azalou-Tingbe. Elle est enseignante-chercheur, maître de conférences en sociologie du développement, membre du bureau politique de Mouel Bénin et puis porte-parole. Dans les 52 prochaines minutes, vous allez mieux comprendre tout ce qui s'est passé ce 2 septembre au Palais des Congrès et, comme je le disais, toutes les décisions qui ont été prises. Docteur Emilia Maounian Azalou-Tingbe, bonjour. Bonjour, donc Lamambalo. Bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche. Merci pour l'invitation. D'accord. Alors, le 2 septembre 2023, vous étiez en congrès. Pourquoi est-ce que vous avez fait un congrès? Alors, merci pour cette opportunité que vous offrez à Mouel Bénin d'être l'invité du dimanche. En fait, selon nos statuts, il est prévu que après 5 années d'existence, que les membres du parti, les militants, notamment les différents responsables, se réunissent pour faire un congrès. Et voilà, c'est en 2023 que Mouel Bénin, qui a vu le jour en 2018, totalisait ses 5 années d'existence. Donc, il allait de soi que les membres du bureau politique national et les responsables à divers niveaux déconcentrés se réunissent pour tenir le premier congrès ordinaire du parti. Donc votre congrès était statutaire, totalement. C'est un congrès statutaire et ça s'est passé comme les tests l'ont prévu dans son déroulement. Un comité préparatoire a travaillé pour ce fait. Un présidium de 5 membres a été constitué pour les activités et toutes ces dispositions prises le 2 septembre dernier font partie de nos statuts. Et le thème de votre congrès, c'était Mouel Bénin résolument en marche. Oui, Mouel Bénin résolument en marche. Vous êtes en marche pour aller où? Nous sommes en marche pour continuer vers les objectifs pour lesquels Mouel Bénin a vu le jour. Nous sommes en marche pour continuer par animer la vie politique du Bénin au regard des défis que nous croyons pertinents depuis les indépendances jusqu'à nos jours. On a constaté qu'au cours de votre congrès, il y avait toute la classe politique. Comment avez-vous fait pour déplacer autant de monde, autant de sensibilité politique à votre congrès? Vous savez, le Bénin est un et indivisible. Et quel que soit le bord politique des acteurs, de qui que ce soit, quelle que soit la diversité des opinions, tous les partis politiques œuvrent pour animer le pays, le Bénin. Et donc, il est de bon ton que pour une telle activité d'envergure très vaste, il faut le dire, les autres partis politiques soient également invités à venir au moins assister à la cérémonie d'ouverture. Mais on a constaté également que votre président, notamment M. Jacques Kayadi, n'a pas raté l'occasion d'envoyer des pics à des invités, notamment le parti Les Démocrates. Est-ce que vous étiez très à l'aise lorsque vous avez vous-même, d'abord personnellement, remarqué ça, puisque dans l'opinion, eh bien, ces pics-là ont fait écho? Ce que vous appelez pic, personnellement, je n'appelle pas ça pic. Parce que, vous savez, si vous organisez une cérémonie et vous invitez des personnes qui prennent la parole pour tenir certains discours à votre tour, c'est quand même l'occasion de dire un mot à vos honorables invités et c'est ce qui fut fait. Le président Jacques Kayadi disait ce jour au parti Les Démocrates que on ne peut pas vouloir aller chercher le phare et faire tomber le bokoron. C'est-à-dire, en fond, il n'y a pas de phare, donc juste un conseil pour que l'opposition soit une opposition constructive. Vous pensez que l'opposition n'est pas constructive? Je ne dirais pas que l'opposition n'est pas constructive, mais l'opposition actuelle au Bénin doit être encore plus active
dans la perspective de construire un Bénin nouveau. Vous pensez que c'est le rôle de l'opposition d'être dans cette perspective-là? Il y a certains acteurs politiques qui disent clairement que quand vous êtes opposant, vous êtes opposant. Pour vous, rien n'est bon tant que vous êtes à la recherche du pouvoir suprême. Non, je pense qu'on ne s'oppose pas pour opposer. On s'oppose pour orienter ou réorienter ce qui est orienté dans le sens que l'on juge qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas convenable. Donc, il ne s'agira pas de dénoncer pour dénoncer, il ne s'agira pas de lever le voile sur ce qui n'est pas, mais d'opiner de façon concrète et convaincante pour le bien d'abord des peuples, de la population et pour l'évolution de la démocratie béninoise. Mais ce que demandaient les démocrates était quand même clair, demandaient justement la libération des prisonniers politiques, demandaient carrément qu'on fasse l'amnistie pour les uns et les autres. C'est un sujet normalement que tous les acteurs politiques devraient partager. Oui, et Moël Bénin a partagé cette opinion également, la justice, l'équité sociale. Mais quand on dit, quand le président a dit qu'on n'ira pas chercher le phare et fait nommer le Bokonon, il fait référence à une stratégie. Donc en fait, il critique la stratégie des démocrates. Voilà, il faudrait que les démocrates utilisent la stratégie qu'il faut pour aboutir à ce vœu auquel ils aspirent profondément. M. Yadi parlait de dividendes politiques. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Est-ce que pour une question du genre, on peut parler de dividendes politiques? Normalement, c'est une cause nationale. Oui, c'est une cause nationale, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a la manière, il y a la méthode, il y a comment s'y prendre. Et pour un Bénin uni, que faisons-nous de la négociation? Que faisons-nous de la paix? Elle se construit. D'accord. Alors nous allons maintenant en arriver aux résolutions de votre premier congrès ordinaire. La première résolution prise est sur la nécessité de la clarification de l'idéologie politique pour les partis politiques au Bénin. Alors, quel est votre constat? Avez-vous remarqué que les partis politiques au Bénin n'ont pas d'idéologie, c'est ça? La plupart des partis politiques au Bénin n'expriment pas clairement leur idéologie. Même les partis qui soutiennent l'action gouvernementale? S'ils en ont, c'est l'occasion de l'exprimer clairement et de le mettre à nu. Moi, le Bénin, par exemple, parle du patriotisme économique. C'est votre idéologie? Oui, c'est le patriotisme économique, c'est-à-dire consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons, c'est clair. Et le nouveau logo du Bénin, logo de Moël Bénin, le montre clairement, la carte du Bénin avec le palmier à l'intérieur. Donc, l'affirmation claire des idéologies permettra aux citoyens, aux Béninois, de savoir dans quel parti politique ils s'engagent. Non pas par suivisme, mais par conviction profonde de ce que, selon ses aspirations personnelles, en faisant partie, en militant pour tel parti politique, il sait alors où il va. Vous pensez que le BR, par exemple, n'a pas d'idéologie? Vous pensez que l'UP n'a pas d'idéologie? Vous pensez que quand vous posez la question ou quand vous posez le problème, ça veut dire que les partis n'ont pas d'idéologie dans le pays? Je refuse d'utiliser le verbe penser. Oui. Je voudrais que ces partis s'expriment clairement. Et c'est ça la résolution, l'une de nos résolutions à ce congrès, que les différents partis politiques autorisés au Bénin puissent dire clairement, voilà mon idéologie, voilà ce à quoi nous aspirons de façon claire et précise. Donc vous, votre idéologie, ce n'est pas la mouvance présidentielle, ce n'est pas le soutien au président, quelles que soient les actions qu'il mène. Vous savez, à Moël Bénin, nous disons, dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Nous soutenons, Moël Bénin soutient les actions du gouvernement, mais Moël Bénin ne rate pas une occasion de dire la vérité au moment où il faut dire la vérité. Tout cela pour accompagner le gouvernement dans l'exercice qui lui a été, dans la charge qui lui a été confiée. Mais est-ce que vos militants comprennent vraiment votre idéologie? Est-ce que vos militants suivent vraiment l'idéologie du parti? Nous ne ratons aucune occasion d'expliquer pourquoi Moël Bénin, ce que Moël Bénin vise de par sa création, de par son existence. Ça fait 5 ans quand même d'existence du parti et il y a des membres qui sont là très déterminés à continuer le combat jusqu'au bout. Donc nos militants savent très bien ce dans quoi ils se sont engagés. Mais en 5 ans, on n'a pas vu quelle vérité vous avez dit au régime. En 5 ans, vous avez plutôt être un parti laudateur du régime. Oui, en 5 ans, il est quand même arrivé bien des fois où Moël Bénin est intervenu, par exemple, sur les activités de la Cour constitutionnelle. En critiquant ou en adoubant? Mais c'est des opinions constructives.
des opinions pour accompagner les institutions gouvernementales, les institutions de la République. Et en cela, Mouel Bénin n'est pas un parti politique qui soutient la mouvance pour soutenir. Il accompagne la mouvance, il accompagne le chef de l'État, mais toujours en respectant ce principe fort que dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Et si le parti a vu le jour, c'est pour corriger un certain nombre de perceptions auxquelles les Béninois sont habitués. La politique, c'est le mensonge. Oui. Quand on est en politique, il faut mentir. Les politiciens sont des menteurs. Il faut que ça change. Les femmes n'ont pas le droit d'accéder, d'animer la vie politique. Les femmes ne doivent pas occuper des postes de responsabilité. Et pour tout cela, Mouel Bénin est en train d'œuvrer depuis 5 ans à faire le contraire, à prouver aux Béninois que la politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, c'est la vérité. Et on peut être une femme et s'engager en politique. On peut être une personne en situation de handicap et s'engager en politique. Jetez un regard sur la liste des candidats aux dernières élections législatives que Mouel Bénin a présentées. Vous allez voir que c'est une liste inclusive. Le titre d'ailleurs, c'était « Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif ». Sur cette liste, il y avait des artistes. Il y avait des personnes en situation de handicap. Ceux-là que nous appelons affectueusement les handi-capables. C'est-à-dire qu'ils sont handicapés, mais ils sont capables. Il y avait des messieurs et des dames qui ne sont pas d'un niveau intellectuel élevé parce que, en tant que Béninois, on n'a pas besoin d'être diplômé avant de participer au développement du pays. En tant que Béninois, on n'a pas besoin d'être sur place avant de participer au développement du Bénin. Et nous arriverons certainement au cours de l'entretien sur l'autre résolution qui parle de la 25e circonscription électorale. Absolument, vous avez eu 7 résolutions, nous allons les éplucher, mais vous parlez justement de votre liste. Votre liste n'a pas été plébiscitée, vous n'avez pas eu de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas le signe de ce que vos propositions ne touchent pas la majorité? Vous savez, à ces élections législatives, près de 57 000 Béninois ont voté pour Mouel Bénin. Et ce score, je voudrais le rappeler, c'est le score d'un seul parti politique. Ce n'est pas le score d'un ensemble de partis politiques. Et pour cela, je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous ces 57 000 Béninois qui ont voté pour le projet de société de Mouel Bénin. Alors pour nous, c'est une belle expérience. Mais ça ne nous a pas permis d'enlever un siège. Nous n'avons pas encore enlevé de siège, mais nous gardons espoir que nous devons. C'est pourquoi il y a eu premièrement un congrès à Boycon pour revoir, faire le point de la participation du parti à ces élections législatives. Et maintenant, au congrès national, au congrès ordinaire, nous avons entériné les décisions prises à ce premier conseil pour repartir de nouveau dans ce deuxième quinquennat. D'accord. Alors, la deuxième résolution, Dr Emilia Zalo-Tingbe, c'est sur l'impérieuse urgence d'une meilleure répartition du financement des partis politiques en République du Bénin. On a entendu à ce congrès les participants dire que le financement public est utilisé pour détruire certains partis politiques, même au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous confirmez ça? Tous les partis politiques animent la vie politique du Bénin. Imaginez qu'il n'y ait qu'un seul parti politique au Bénin. Les élections ne seront pas crédibles. Imaginez qu'il n'y ait qu'une seule tendance de parti politique au Bénin. Le Bénin perdra sa crédibilité à l'international. Ça veut dire que le parti est élu ou pas, le parti participe de par les militants, ces militants et tout ce qu'ils engagent, les activités qu'ils mènent à l'animation de la vie politique nationale. Et donc, du coup, on doit lui donner de l'argent, c'est ça? Et pour ça, pas lui donner l'argent, l'accompagner dans la mise en œuvre de ces activités. Déjà, il y a beaucoup d'institutions internationales, des ONG qui accompagnent les différents partis politiques. Dans ce sens-là, le gouvernement aussi, l'État béninois peut faire de même. Et c'est ce que nous avons souhaité à ce congrès. Vous n'avez pas d'élu. Au nom de quoi doit-on vous donner de l'argent? Nous n'avons pas d'élu, mais parti politique seulement, c'est tout? Nous travaillons. Nous ne parlons pas, nous ne voulons pas de l'argent qu'on distribue comme de petits gâteaux, non? Mais de l'argent, un financement orienté dans des activités précises, c'est possible. Mais c'est ce qui se fait déjà, non? Pour les partis qui n'ont même pas d'élus.
Comme quel parti? Tous les partis qui bénéficient du financement public ont d'élus, ça fait partie des critères, il faut avoir des élus. Oui, nous souhaitons que désormais les autres partis politiques autorisés puissent aussi bénéficier. Oui, mais c'est l'argent public. C'est trop facile de prendre de l'argent public parce qu'on est parti autorisé, simplement, alors qu'on n'a pas d'élus. Est-ce qu'il y a eu des investigations qui ont montré que ceux qui bénéficient de ces financements les utilisent à bon escient? C'est la Cour des comptes. Les comptes sont rendus, clairement. Est-ce que dans la réalité, sur le terrain, il est mené des missions pour observer dans la réalité? Moi, je pense qu'on produit des justificatifs de toutes les dépenses faites par ces partis politiques qui bénéficient du financement public. Malgré tout ça, nous restons convaincus que nous avons besoin. C'est les partis politiques qui n'ont pas encore d'élus doit pouvoir se faire accompagner par le financement public. Mais à Moelle-Bénin, vous ne manquez pas d'argent, Dr Emilia Tingbe-Azalou. On voit bien les actions que vous menez sur le terrain. On voit bien que vous n'avez pas besoin d'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent public? Qu'est-ce qui vous fait dire que nous n'avons pas besoin d'argent? Tout le monde le pense d'ailleurs. Vous avez fait un congrès, tout feu, tout flamme. Vous faites des actions sur le terrain. Vous êtes structuré. Bon, on voit bien que tout roule. Et j'ai posé déjà la question une fois ici au président Jacques Kayadji qui me disait clairement que ce sont les cotisations des membres. Ce sont les cotisations des membres. Vous voulez répéter la même chose aussi? Ce sont les cotisations des membres, ce sont des aides volontaires, des souscriptions volontaires. Pour le congrès, le dernier congrès du 2 septembre, c'est des souscriptions volontaires. Chacun donne ce qu'il veut, sans pression. Oui. Et donc, nous avons contribué tous, nous contribuons d'ordinaire à l'organisation de toutes nos activités. Et pourquoi vous ne voulez pas continuer comme ça? Ou pourquoi vous voulez qu'on vous... Nous allons continuer, oui. Mais nous voulons encore que par souci d'équité et de justice, le financement public soit également réparti au bénéfice des partis politiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités dans le pays, Dr Emilia Azalou Tingbe, d'autres priorités que de donner de l'argent aux partis politiques? Vous ne pensez pas que le parti politique qui a un élu bénéficie déjà du financement de l'État? Comment? L'élu est pris en charge. L'élu, il a des droits, il a des avantages. Alors, si votre parti politique vous permet d'être élu, vous êtes élu, en retour, l'élu devrait normalement contribuer aux activités de son parti politique. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans les partis Moelle-Bénin, dans son projet de société pour les législatives de 2023, a prévu par exemple que tous les candidats qui seraient élus doivent déposer 10% de leurs avantages liés à ce poste lorsqu'ils sont élus. Oui. Mais c'est le seul parti politique qui l'a affirmé haut et clair. Et donc, les élus des autres partis sont déjà en mesure, en principe, de contribuer activement et financièrement, je vais dire, aux activités de leur parti politique. Donc, en fait, Moelle-Bénin demande le financement public aussi, c'est ça? Moelle-Bénin, comme tous les autres partis politiques qui n'ont pas d'élus, ont besoin, je le répète encore, du financement. Mais c'est vous qui l'avez demandé, clairement, les autres ne l'ont pas forcément demandé. Cela fait partie de nos résolutions. Moelle-Bénin, c'est l'inclusion, c'est la solidarité nationale. Nous ne parlons pas pour nous, nous parlons pour les partis politiques qui n'ont pas d'élus. D'accord. Alors, il y a une problématique très importante qui est revenue au cours de votre congrès, c'est la transhumance. La question de la transhumance, il faut dire que Moelle-Bénin n'a pas échappé à ça. Il y a eu beaucoup de départs de votre parti politique, non pas que des départs, mais des départs pour aller grossir le nombre d'autres partis politiques. Alors, cette résolution dit qu'il faut mettre fin ou encadrer de meilleure façon la transhumance politique en République du Bénin. Comment met-on fin à la transhumance politique? Oui, nous avons émis cette résolution pour appeler l'Assemblée nationale, pour appeler les institutions à réfléchir ensemble sur la question de la transhumance politique. Et c'est parce que les idéologies des partis politiques ne sont pas clairement exprimées que l'on assiste aisément aussi à cette transhumance. Vous pensez vraiment? Oui, parce que si l'intéressé dit qu'il est pour le patriotisme économique, qu'est-ce qu'il ira chercher ailleurs? S'il est maltraité dans son parti,
Alors, que c'est quoi malgré être maltraité dans un il n'est parti pas politique? écouté, sa voix ne porte pas, il ne bénéficie pas de quelque avantage, il ne bénéficie de quelque avantage que ce soit. Il se dit, bon, je suis marginalisé, je vais chercher l'herbe verte ailleurs. Vous savez, quand on parle d'idéologie des partis politiques, on parle de la conviction profonde de chaque militant. Vous croyez à la conviction Je de militant? je suis militante de ce parti, c'est que je crois et j'aspire profondément aux idéaux que porte ce parti politique. Donc, si la question d'idéologie n'est pas résolue, c'est que facilement on peut passer de gauche à droite et se retrouver partout. Et cela va continuer de faire croire aux citoyens béninois qu'en politique, on ne cherche que ses intérêts personnels. Oui, mais comme je n'ai pas trouvé ici, je dois courir là. On entre en politique d'abord pour contribuer au développement du pays. Oui, mais la politique, c'est aussi l'intérêt. Madame Azalouti, c'est aussi l'intérêt. C'est l'intérêt, oui, mais on ne pourra pas mettre son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt de la nation. Oui, mais empêcher les gens... Et c'est ensemble, souvenez-vous de la Jacques Troué, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons boucher les différents trous. Mais si chaque fois, le militant doit mettre en avant ses intérêts personnels, et si nous tous nous mettons en avant nos intérêts personnels dans les partis politiques, quel parti pourra exister? Oui, mais interdire la transhumance politique aussi, c'est brimer la liberté des gens. Les gens sont quand même libres d'aller et de venir. Où est le problème si j'ai envie d'aller dans un autre parti politique? Pourquoi aller dans un autre parti politique? Pourquoi ne pas aller dans un autre parti politique? Si vous êtes convaincu que là où vous êtes, ça dépend de comment l'on est. Est-ce que ce n'est pas venu. aussi une question de gestion des partis? Parce que c'est une question de management. Le parti politique, c'est aussi comme une société. Il faut gérer les hommes, les intérêts, et bon, voilà, c'est ça. Dans quelle organisation l'employé ou le personnel peut dire qu'il est satisfait à 100%? Si le militant était dans son service, recruté dans le service, lorsque son employeur le maltraite, peut-il partir? Oui. Il partira. Oui. Mais avant de partir, je pense qu'il va réfléchir maintes fois. Mais il partira quand même. Si les clauses le permettent, et selon des conditions aussi. Actuellement, on ne peut plus quitter un emploi public comme on veut auparavant. Avec ces différentes dispositions, qui a déjà abandonné? Combien ont abandonné le poste? Vous voyez? Donc, il faut nécessairement légiférer en la matière, pas pour porter atteinte à la liberté de l'homme, mais il faudrait que la transhumance soit cadrée, bien recadrée par les tests en vue du Mais Bénin. est-ce que les acteurs politiques y ont intérêt? Quel intérêt ceux qui légifèrent ont à légiférer dans ce sens? Quel est le lobbying que vous pouvez faire pour en arriver à au respect de cette résolution? Si vous êtes membre d'un parti politique et que vous êtes convaincu de ce dont vous êtes capable de faire, apporter, ce que vous pouvez apporter, j'insiste sur le mot Bénin. Oui. On ne peut pas militer dans un parti sans penser au Bénin comme un. Et donc, si on entre dans un parti, et si on dirige un parti politique aussi, c'est parce que l'on voudrait contribuer, faire quelque chose pour le Bénin. Et non, comme il est là-bas, ben, on fait tout pour l'amener ici. Non. Et donc, il faut, je pense que légiférer en la matière reste d'actualité. Mais lutter contre la transhumance politique, c'est refuser également l'arrivée de partisans d'autres partis. Mais moi, le Bénin, vous avez accueilli des partisans venus d'autres partis et vous les avez même installés, applaudis et tout le reste. Comment vous luttez contre la transhumance alors que vous acceptez d'autres qui viennent d'autres partis politiques? Non, moi, le Bénin a proposé une résolution. Moi, le Bénin n'a pas lutté contre la transhumance. Moi, le Bénin, au dernier congrès du 2 septembre, nous avons retenu que la transhumance soit cadrée. Oui, mais si les gens quittent d'autres partis pour venir vers vous, vous allez les rejeter? Lorsque les tests en mesure seront en vigueur, tout le monde devra les respecter. Donc vous vous cachez derrière les textes dans leur vigueur pour répondre à ma question. Parce qu'en fait, tant que les textes ne seront pas votés comme vous voulez, vous allez continuer quand même à recevoir des gens venus d'ailleurs. On dit que ce que la loi n'interdit pas est permis. Tout? Sauf si les valeurs sont mises à contribution. Donc, il n'y a pas de test qui recadre actuellement, recadre actuellement la transhumance au Bénin. Et pour cela, les citoyens se disent qu'ils peuvent aller ici et là. Dès que ça ne va pas, je vais là. Je répète que la question de l'affirmation
des idéologies est très importante et d'importance première pour régler le problème de la transhumance. D'accord, ben, on va suivre ça pour voir si effectivement cette valeur reste cardinale au sein de votre parti politique. Il y a une autre résolution, Dr Emilia Azalou Tingbe, qui parle justement d'une réflexion sur un mode de gouvernance adapté à nos réalités socioculturelles et culturelles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Parce que je lis, je ne comprends pas exactement cette résolution. La gouvernance, le développement actuel, Oui. qui serait le mieux pour les pays africains, c'est le développement culturel. Vous pensez? C'est-à-dire un développement orienté vers la mise en valeur des ressources culturelles. Et quand on parle des ressources culturelles, il y a juste à côté les ressources culturelles. Donc, en gouvernant, nous avons souhaité que la gouvernance soit beaucoup plus orientée vers nos valeurs socio-culturelles. Et c'est le moment de remercier le gouvernement. Le dernier Conseil des ministres a entrepris dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité d'expérimenter, je vais dire, les classes socio-éducatives. Il y a des collèges pilotes. C'est le lieu de remercier le gouvernement parce que dans ces classes socio-éducatives, les élèves recevront des enseignements nécessaires aux valeurs. Parce que si la cybercriminalité a eu autant d'audience, c'est parce que les valeurs désertent les forums. Et actuellement, la famille, l'institution famille au Bénin est également en train de perdre complètement ses valeurs. Vous prenez une jeune fille aujourd'hui, elle vous dira qu'elle veut juste un enfant. Elle ne veut pas de mari. Elle ne veut pas vivre ces contraintes-là. Donc, la gouvernance, lorsque par exemple, dans les activités des institutions chargées de ces domaines clés, seront orientés beaucoup plus vers les acquis culturels et pourquoi pas les acquis culturels aussi. Le Bénin ne pourra que s'en sortir grand. Vous y croyez vraiment nous y croyons de façon à 100%. Mais on ne peut pas baser la gouvernance que sur des questions culturelles ou culturelles. Nous n'appelons pas à une gouvernance essentiellement socio-culturelle et culturelle, mais que ces aspects qui constituent ce que le Bénin a. La culture béninoise, c'est ce que nous avons. Nous n'avons pas les gratte-ciel, nous n'avons pas tout ce que les pays occidentaux peuvent brandir pour dire nous sommes développés. Mais ce que nous avons, nous devons pouvoir les mettre en contribution pour le bien de notre pays. Mais qu'est-ce que Mouel Bénin fait déjà dans ce sens? Est-ce que Mouel Bénin, dans sa politique, dans sa vision, a une gouvernance basée sur les aspects, comme vous dites, socioculturels ou culturels? Vous savez, à Mouel Bénin, nous avons une organisation qui descend jusqu'à la base. Et il y a les représentants de villages qui sont très actifs en la matière. Les représentants de niveau arrondissement, niveau communal, etc. Et donc, toute la gouvernance à Mouel Bénin est axée sur ça. Regardez encore notre logo. Votre nouveau logo. Le nouveau logo, comme l'ancien, parle bien du patriotisme économique. Le palmier au centre du logo, au centre du Bénin, fait référence donc à ce patriotisme économique-là. Vous savez, la place que le palmier a occupé dans notre pays au lendemain des indépendances dans la période des années 70. Et donc, Mouel Bénin s'essaye également à cette gouvernance socio-culturelle et culturelle. Et de par le passé, il y a bien eu des contacts avec les chefs de culte. Il y a par exemple la promotion des artistes. Feu Vivi l'International, etc., avec qui Mouel Bénin a eu à collaborer en ce temps, rendre des hommages à ces personnes. Nous sommes déjà sur la voie de la gouvernance. Donc en fait, si demain vous donne le pouvoir, si demain Mouel Bénin prenait les rênes de ce pays, vous allez donc faire une gestion axée sur ce type de questions. C'est ça que vous voulez nous promettre ici aujourd'hui? Il y a un milieu que je ne vais pas nommer. Où désormais c'est le goudron qui passe. C'est une voie bitumée. Mais je vous dis que les chefs de culte de la zone font des sacrifices sur le goudron. Pourquoi? Et vous encouragez ça? Parce qu'ils se disent que c'est que ça doit se faire à un carrefour. Alors,
en accent sur la gouvernance culturelle, c'est de parler à ces personnes-là, Oh, de source, oui. et de leur dire, mais ça c'est le goudron, ça ne doit pas se faire là, et les orienter ailleurs. Mais tant que rien n'est dit, ils se disent, ben, le sacrifice doit être fait au carrefour, le goudron passe par le carrefour, et nous le faisons. D'accord. Ben, bon courage à vous. J'espère que vous allez y arriver parce que ce n'est pas toujours évident de parler à cette couche de la société. Lorsqu'on a suivi le compte-rendu de votre congrès, votre premier congrès ordinaire, il faut le dire, il y a eu même une communication qui a été faite sur la réforme du système partisan, présentée par Mathias Roumpouet, en direct de Bamako au Mali. Et vous proposez dans vos résolutions qu'il y ait forcément une amélioration de la réforme du système partisan. Alors dites-nous, docteur, qu'est-ce que vous reprochez à Moël Bénin au système partisan? La réforme du système partisan a permis de réduire, premièrement, le nombre de partis politiques. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? C'est des actions salutaires. Pourquoi on ne faut pas laisser les gens librement créer des partis politiques? Si nous avons 1000 partis politiques, du moment où Moël Bénin souhaite que les partis affirment leurs idéologies, vous imaginez, ça fait 1000 idéologies. Mais oui, mais la Constitution parle de multipartisme intégral. Le Béninois n'a pas besoin de connaître 1000 idéologies. Pourquoi? Non. Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Ce n'est pas que quelque chose dérange. C'est-à-dire que il faut que les populations béninoises puissent savoir ce sur quoi porter leur attention de façon précise. Il y avait assez de partis politiques, des organisations de quartier. On ne savait plus qui est dans quoi. Et il faut dire que ce multipartisme, entre-temps, qui était en vogue, a favorisé les transhumances. On quitte ici, on va là-bas rapidement. Et donc, nous avons souhaité que la réforme soit relue pour que non seulement les partis politiques, le nombre a diminué, mais qu'à l'intérieur de chaque parti politique aujourd'hui, il y a une symbiose, il y a une osmose qui permette la pleine participation de ces partis-là à la vie nationale. Alors, est-ce qu'à Moël Bénin, vous dites clairement aujourd'hui que la réforme du système partisan a été un échec? Nous n'oserons pas dire que c'est un échec. C'est un pas, c'est une avancée. On l'a essayé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a avancé? Rien n'a changé. On l'a essayé, maintenant il faut la retravailler pour la parfaire. Et c'est ce que nous avons souhaité à ce dernier. Oui, mais la retravailler, c'est faire quoi concrètement? Dites-nous. C'est par exemple de permettre à tous les partis politiques, comme je l'ai dit tantôt, de bénéficier du financement. Vous savez, toutes les résolutions ont des liens. Nous voulons que, par souci d'équité, de justice, tous les partis politiques bénéficient du système, bénéficient du financement des partis politiques. Nous voulons que les dispositions nécessaires qui permettront à qui veut devenir parti politique ou qui va être parti politique, soit de sorte que le Béninois lambda puisse créer librement son parti politique, toujours en référence aux différents tests. Alors, vous ne pensez pas que la réforme du système partisan a connu un échec parce que ça a été une imposition par la loi? Normalement, et dans d'autres pays, les exemples existent, ce n'est pas la loi qui réforme les partis politiques. C'est une option. Oui, mais cette option a ses limites. C'est avantageuse. En quoi? Elle a sa limite. Avantageuse, parce que le nombre de partis a quand même diminué. Oui, mais d'accord, mais ça peut revenir à tout moment. C'est-à-dire que si le régime actuel n'est pas là, si les députés actuels ne sont pas là, on peut relire la loi et que tous les partis peuvent se retrouver. Peut-être même que ça peut être pire qu'auparavant. Ce n'est qu'une dynamique normale. Que l'équipe qui est là, quand elle ne sera plus, les nouveaux venus pourraient retoucher autres. Mais il s'agit de voir ce que ça apporte de bien. Aujourd'hui, quand on prend un bulletin de vote, on peut voir clairement les partis en liste. Oui. Mais auparavant, mais c'est toute une liste. Et parfois, les logos se ressemblent, les couleurs se ressemblent, et puis celui qui vient voter se dit, mais c'est où, c'est quoi, etc. Est-ce qu'on n'a pas trouvé une solution conjoncturelle à un problème structurel? Oh, c'est possible, mais il faudrait que les réformes soient acceptées. Il faut que les réformes puissent être, que le Béninois puisse se convaincre de ce que les réformes sont pertinentes. Mais les partis politiques s'autorégulaient. De même, il était dit clairement dans les textes que quand vous ne participez pas de façon consécutive à un certain nombre d'élections, par exemple, vous disparaissez.
est-ce que ce n'était pas plus efficace que d'imposer une réforme par la loi? En fait, c'est la question que je vous pose. Ce que vous appelez imposition n'est que pour recadrer et pour réorienter comment les partis politiques doivent fonctionner désormais en République du Bénin. Ce n'est pas des contraintes, c'est des orientations qui sont données et qui sont suivies par l'État. D'accord, c'est vrai que beaucoup de partis parlent justement de la réforme du système partisan. Les constats sont faits, les propositions également sont faites. Gageons que cela puisse marcher comme vous le souhaitez. Il y a un point de curiosité, et d'ailleurs lorsqu'on en parle abondamment, beaucoup d'observateurs de la vie publique se posent la question de savoir là où Moël Bénin est allé chercher encore cette proposition. Vous proposez la création d'une 25e circonscription électorale au profit de la diaspora béninoise. Ce sont les Béninois de l'extérieur qui vous ont dit qu'ils ont envie de se faire représenter à l'Assemblée nationale? Ce que les Béninois de l'extérieur font pour le développement du Bénin n'est plus à démontrer. Ça suffit pour être une 25e circonscription électorale? Ils contribuent déjà à la vie sociale au Bénin. La construction des écoles, vous verrez dans certains villages, dans certaines communes, c'est les Béninois de l'extérieur qui se sont organisés pour construire telle école, pour construire tel marché, pour apporter de l'aide à tel milieu, régler tel problème social. Alors, quand c'est comme ça, pourquoi ne pas leur permettre d'être une constitution, une circonscription à part entière et pouvoir siéger aussi à l'Assemblée nationale? Or, aujourd'hui, les thèses ne permettent pas que lorsque vous êtes hors du Bénin, pendant une certaine période, que vous puissiez être candidat aux différentes élections législatives. Oui, mais qu'est-ce qu'on y gagne? C'est quand même de l'argent, c'est de l'investissement. Créer une nouvelle circonscription électorale, ça a des coûts et des charges. Oui, c'est le résultat qui va être... Est-ce que les Béninois de l'extérieur sont obligés d'être représentés à l'Assemblée nationale avant de porter leur voix? Tout ce qu'ils font actuellement, depuis d'ailleurs, comme investissement, comme activité, pour marquer quand même leur appartenance à la terre béninoise, mérite d'être porté encore plus haut et bien plus visible devant l'opinion publique. Et quand ils sont à l'extérieur, ils sont aussi au parfum des réalités d'ailleurs. Et lorsqu'ils occuperont des postes ici à l'interne, ils pourront encore mieux participer à l'essor. D'accord. Oui, mais vous déjà, au sein de Moël Bénin, qu'est-ce que vous faites pour les Béninois de la diaspora? Est-ce que vous avez des actions en direction de cette cible précise? Moël Bénin a des représentants en Europe. Comme tous les partis politiques? Oui, Moël Bénin a des représentants en Europe, en Amérique, en Asie. Ça ne suffit pas? Comme tous les partis politiques. Ben oui, comme tous les partis politiques. Mais ces Béninois que nous avons à l'extérieur qui œuvrent qui sont militants de Moël Bénin, contribuent énormément. Par exemple, ils participent aux dispositions d'autres technologiques du parti. Et lorsque nous avons des réunions, ils interviennent en ligne, etc. Donc, il y a bien des fois où il y a des déplacements d'ici vers ces militants de l'extérieur pour la cause du parti. D'accord. Alors, mais vous avez pris un certain nombre de résolutions. Nous voyons bien, nous allons revenir tout à l'heure sur la dernière résolution par rapport au Niger. C'est un dossier entier, on en parlera si vous êtes disponible à répondre à mes questions. Mais après le congrès, qu'est-ce que vous faites pour vulgariser tout ça? Quelles sont les actions? Parce qu'on a le sentiment que vous avez fait un congrès et puis après plus rien, on ne vous voit plus sur le terrain. Alors le congrès a eu lieu le 2 septembre 2023. Ben, nous sommes déjà à la fin du mois de septembre. Et à ce congrès, il y a eu l'élection du président du bureau politique national. On en parlera tout à l'heure. Et le président du bureau politique national, en la personne de M. Jacques Ayadji, a été mandaté pour constituer les autres membres du bureau politique national. Quel est ce type de management? C'est quand même bizarre. Désormais, il est tout puissant. C'est le dans le texte parti qui le prévoit. Oui, mais vous laissez la responsabilité au président du parti de constituer le bureau politique. Quand bien même c'est dit de cette façon, oui. Il est prévu aussi que les vice-présidents départementaux, parce que nous avons prévu, les tests sont prévus qu'il y ait des 12 vice-présidents départementaux et qui ne seront pas nommés, mais qui seront retenus à l'issue d'un dépôt de dossier. Oui. Et après le congrès, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé et dans le but de retenir ceux-là
qui vont désormais être les vice-présidents, donc à la tête des 12 départements de notre pays. Et ce n'est que les autres postes, parce que le bureau politique national de Moelle Bénin sera constitué désormais de 25 postes. Et donc les autres, au niveau des autres postes, le président du bureau politique national pourra alors faire des propositions. Et ensemble, l'ensemble du bureau politique national sera constitué. Oui, mais quand vous dites appel à candidature pour les postes de vice-président, le président a voix prépondérante. Il fait partie quand même de ceux qui délibèrent lorsqu'il y a l'appel à candidature pour pouvoir au poste de vice-président. Vous ne donnez pas trop de pouvoir non, au pour président un appel de votre à parti? candidature du genre, c'est une équipe externe. Et vous pensez que le président n'a pas son mot à dire? C'est une équipe externe qui sera conviée pour apprécier les dossiers. Contre l'avis du président du parti? Pour l'instant, on respecte la procédure. Mais docteur Emilie Azaloting, vous donnez trop de pouvoir au président de votre parti. Ça me rappelle une émission que j'ai faite avec lui où je disais carrément qu'il gérait le parti comme un royaume. Ça se confirme là? Non, ce n'est pas que le parti Moelle Bénin est géré comme un royaume. Lorsque vous prenez l'organigramme du parti, l'instance supérieure, c'est le congrès ordinaire. Oui. Après le congrès ordinaire, il y a le bureau politique national. Donc ce n'est pas le président qui décide de tout, c'est le bureau politique national qui décide de tout. Mais vous lui donnez le pouvoir, n'est-ce pas? Non, nous ne lui donnons pas le pouvoir. De choisir les membres, les porte-parole. Les congressistes et les tests du parti ont pris cette disposition. D'accord. Ben, ok, voilà qui est très clair. Alors nous allons certainement revenir sur une question d'actualité qui a occupé les membres de Moelle Bénin au cours du Congrès, c'est la situation au Niger et dans la sous-région avec justement les affaires de coup d'État ça et là. Quelle est la position claire de Moelle sur cette actualité? Moelle Bénin pense que les acquis démocratiques doivent être respectés. C'est-à-dire? Personne ne devrait prendre le pouvoir par la force. Et un président démocratiquement élu doit pouvoir aller au terme de son mandat. Donc Moelle Bénin condamne les différents coups d'État. Et vous condamnez aussi les coups d'État institutionnels, parce que quand on fait les troisièmes mandats et tout le reste, c'est aussi l'usage de la force, même si elle n'est pas une force militaire. Nul ne doit prendre le pouvoir par la force. C'est le principe. Uniquement militaire? Oui, nul ne doit prendre le pouvoir par la force. D'accord. Mais quand on parle de principe, on parle d'exception. Ça, c'est le principe. Quelles sont les exceptions? Dans quel cas on peut le faire? Parce qu'il peut arriver qu'on se retrouve dans des situations où, voilà, on y va. Quelle situation peut conduire un pays à favoriser un coup d'État? Le Gabon, par exemple, tout le monde a applaudi. Tout le monde qui a applaudi, c'est qui? Ben, tout le monde, vous avez vu comment ça s'est passé au Gabon. Il y a eu un coup d'État, le président a été installé, il a prêté serment, il rend visite à d'autres chefs d'État, il y a des ambassadeurs qui lui rendent visite, et donc c'est de façon tacite une acceptation de la situation. Vous savez, en toute chose, le pays étant en marche dans une démocratie, doit respecter les tests de la démocratie. Alors pourquoi on en arriverait à ce qu'un président perdure hors test? C'est pour dire que il y a les institutions de leur pays, de ce pays, il y a les lois, les tests de ce pays qui ont favorisé. Maintenant, s'il y a un coup d'État et que des personnalités encouragent et autres, ça vraiment c'est des cas extrêmes. D'accord. Donc à Moelle Bénin, vous êtes pour l'intervention militaire au Niger? Moelle Bénin, comme je l'ai dit tout à l'heure, est résolument contre l'accès au pouvoir par la force. Et donc, vous encouragez les coups d'État militaires, oui ou non? Moelle Bénin ne peut encourager les coups d'État militaires. Vous encouragez l'intervention armée au Niger, oui ou non? Moelle Bénin ne peut encourager les interventions armées. Vous savez, le Bénin appartient à la CEDEAO. Et le Bénin, parce qu'il appartient à cette institution, et les différentes clauses exigeant que les décisions de l'institution soient respectées, le pays a œuvré dans ce sens. Néanmoins, nous appelons, c'est le moment de revoir les clauses de la CEDEAO. C'est le moment de revoir les clauses parce que... Vous appelez aussi à la réforme de la CEDEAO, c'est ça? Hormis tout ça, c'est les populations qui payent le prix fort. Les populations, non seulement du pays dans lequel le coup d'État est intervenu, mais des pays voisins. Donc c'est le moment de mettre beaucoup plus en avant aussi
les intérêts des populations. Oui, mais si c'est le cas, les populations au Niger applaudissent les putschistes. Pourquoi alors penser qu'il faut intervenir au Niger pour remettre un président déchu? Qu'est-ce que Moël Béné pense de ça, justement? Parce que, comme vous le dites si bien, les populations souffrent, notamment les populations béninoises, qui ne comprennent pas l'activisme autour de la position du Bénin sur cette question. Nous appelons à une communication, à un dialogue, à une négociation dans cette affaire, pour le bénéfice de tous. Le président élu démocratiquement n'est plus en poste aujourd'hui. Il y a une force militaire qui gouverne le pays. Il y a des populations qui sont en liesse, dit-on. Peut-être il y aurait d'autres qui ne sont pas en liesse, vous savez, le jeu des caméras. Mais à notre congrès, nous avons souhaité que, pour le bien des populations du Niger, des populations du Bénin et des autres pays voisins du Niger, qu'il faudrait que les chefs d'État de la CEDEAO plutôt s'asseyent pour réfléchir profondément au bien-être des populations. Donc, vous préconisez une réponse diplomatique à la crise au Niger? Une réponse plutôt diplomatique, pour le bien de tous. Mais en le disant, vous prenez à contre-pied le régime que vous soutenez, qui dit vrai qu'il faut faire une négociation diplomatique, mais qui n'exclut pas le recours à la force militaire. J'ai dit tantôt que le Bénin appartient à l'institution, la CEDEAO. Oui. Et que le Bénin se doit de respecter les clauses. Est-ce que le Bénin a toujours respecté toutes les décisions de la CEDEAO? Pourquoi sur ce cas-ci on est si tenace? Bon, je n'en connais pas que le Bénin n'est pas, ah bon? pas Vous ne connaissez pas? Mais je répète, à notre congrès, nous avons retenu que la communication et le dialogue doivent être mis en avant. D'accord. C'est vrai que vous n'avez pas parlé de la rentrée scolaire dans votre congrès de Moël Bénin, mais on constate que depuis quelques heures ou quelques jours, si vous le voulez bien, la rentrée scolaire est effective au Bénin, mais dans une ambiance de morosité économique, mais surtout d'inondation. Finalement, Moël Bénin soutient le régime, d'accord, mais est-ce que sur la question de l'inondation, Moël Bénin n'a pas une position claire? Parce que ça n'a pas changé, encore que votre président est dans justement les instances de construction, de transport, des travaux publics et tout le reste. La question d'inondation des écoles ne laisse pas insensible Moël Bénin. Il y a beaucoup d'écoles, même à Cotonou ici. Il y a des écoles qui sont inondées et dans lesquelles les apprenants ni les enseignants ne peuvent mettre pied pour cette rentrée. C'est une situation déplorable. Et c'est des réalités qui dépassent le cadre des écoles. C'est les milieux qui sont inondés. Et les instances chargées de ça sont à l'œuvre. Oui, pour permettre à tous les apprenants de reprendre le chemin des classes. Oui, à l'œuvre, comment on pensait que ces questions-là étaient un vieux souvenir. On a même entendu dire que on tournerait dos définitivement aux questions d'inondation en 2020. On est en 2023, mais ces questions persistent. Il y a quand même un problème. Oui, vous avez vu les précipitations de cette année, c'est énorme. Nous n'avons plus connu autant de pluie. Est-ce que c'est une raison? Oui, c'est une raison pertinente. Nous n'avions plus connu autant de pluie. En 2022, il n'a pas plu autant, ni en 2021. Donc, c'est une situation nouvelle à laquelle on s'attelle pour trouver solution afin que tous les Béninois puissent bénéficier du droit à l'instruction. Mais là, ce n'est que la petite saison. La grande s'annonce. Les dispositions sont en train de... Vous êtes sûr? Quelles dispositions? Ou bien vous le dites politiquement? Infrastructurelles. Oui. Les dispositions infrastructurelles, logistiques sont en train d'être prises pour que l'école soit toujours en marche. Nous allons faire le point, rassurez-vous, de tout ce qui se dit ici pour voir vraiment si vous êtes resté dans la logique qu'il faut. Alors, le congrès est terminé. Moël Bénin, quel avenir? Moël Bénin est en train de s'organiser. Nous avons pris des résolutions, nous avons pris des dispositions. Nous avons, à l'issue du congrès ordinaire, pris des décisions. Les tests du parti ont été amendés, travaillés, et nous avons de nouveaux tests. Les instances dirigeantes du parti vont être renouvelées et à partir de là, nous mettons résolument en marche pour d'abord 2026 et l'après 2026. C'est qui le candidat de Moël Bénin pour 2026? La question n'est pas encore là.
Comment la question n'est pas encore là? 2026, c'est dans quoi? Dans 2 ans, 3 ans maximum? Dans plus de 2 ans. Oui, mais un parti politique sérieux, digne de ce nom, devrait déjà savoir où aller en 2026. Soit vous aurez un candidat, soit vous allez soutenir un candidat. La question n'est pas encore débattue au sein du bureau politique national. À quel moment vous allez débattre de ça? Vous serez informé en son temps. D'accord, vous êtes sûr? Vous serez Parce qu'il y a des indiscrétions qui annoncent déjà que Moël a un candidat et que bientôt, enfin, même si vous ne l'avez pas encore dit, il y a des supputations qui sont très claires. En tant que membre du bureau politique national sorti, je ne suis pas informé que Moël Bénin est un candidat. Et si c'était le cas, je pense que la presse ne manquerait pas d'en être informée. Et si votre président vous imposait un candidat? Le président Jacques Ayadji, nous sommes, et est le président de Moël Bénin. Vous avez dit le mot imposé, ça me dérange un peu. Et les décisions, sont prises par le bureau politique national. D'accord. Et donc, le président n'aura pas à imposer. C'est le bureau politique national qui va décider. Et en son temps, la presse sera informée. D'accord. Nous sommes au terme de nos échanges, professeur Emilia Tingbe Azalou. C'est le moment de conclure cet entretien. Je voudrais vous remercier Eden TV d'avoir bien voulu donner cette opportunité au parti Moël Bénin d'aborder les différentes questions liées à la résolution. Et merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Je voudrais appeler le peuple béninois à décider de connaître les idéologies des partis politiques. Tel parti, vous militez pourquoi? Vous militez pour aussi, c'est très important. C'est une question cruciale. Cela permettra un vote sain. Lorsque le citoyen vote, il sait ce qu'il vote, il sait pour qui il vote, il sait pourquoi il vote. Et nous n'allons plus voter pour suivre des personnes, des individus, mais voter désormais pour une idéologie. J'espère que les jeunes ont une place de choix dans votre parti. C'est le parti des jeunes. C'est le parti. Tous les partis disent la même chose, hein? Parti des jeunes, parti des femmes, on ne voit rien de concret. Vous regardez les âges des membres du bureau politique national sortis, vous verrez que la majorité, à près de 95%, sont des jeunes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Emilia Azalou Tingbe. Je rappelle que vous êtes professeur, docteur Emilia Maounion Azalou Tingbe, enseignante-chercheur, maître de conférences en sociologie du développement. Vous êtes membre du bureau politique de Moël et porte-parole du parti. Avec vous, nous avons passé quelques minutes à discuter du premier congrès ordinaire de Moël Bénin qui s'est tenu le 2 septembre dernier à Cotonou. Nous avons épluché toutes les 7 résolutions issues du dit congrès. En même temps, on vous a chatouillé un peu sur un certain nombre de questions, notamment sur la présidentielle de 2026, sur les inondations et sur d'autres sujets d'intérêt national. Si vous avez pris du plaisir à nous suivre, mesdames et messieurs, eh bien, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission. Mais entre-temps, on pourrait avoir des entretiens spéciaux avec des personnalités de notre pays. Restez donc câblés sur justement nos différentes chaînes, nos différents canaux, Eden Télévision et Diaspora FM. Merci à chacun et à tous. Bon appétit et très bon dimanche.